Bonsoir à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur les demandes de subventions. Nous allons être trois animateurs ce soir, puisque nous allons vous présenter ce sujet autour de 4 parties, on va dire, et je vais vous mettre tout de suite le plan. Hop, voilà. Et du coup, je pense que voilà, il y a 4 parties. J'espère que vous pouvez vous allez pouvoir voir mes collègues, donc ils vont co-animer avec moi. Donc, je vais faire la première partie qui concerne le projet associatif, et je suis donc Fabienne Venot, la directrice technique nationale de la FSCF. Ensuite, les différentes sortes de subventions publiques qui existent seront traitées par Gérard Santoro, donc, qui est un des conseillers techniques nationaux de la FSCF. Donc, je ne sais pas si vous voyez, Gérard, si tu parles, tu vas peut-être être sur l'écran. Oui, je suis là. Voilà, super. Et ensuite, les 2 autres parties seront créer un budget prévisionnel, puis remplir un CERFA de demande de subvention. Et ce sujet sera traité par Valérie Belsito, donc, qui est responsable administrative et financière de la fédération. Valérie, je te laisse parler pour qu'on t'identifie. Bonsoir à tout le monde. Voilà, donc je vous propose de commencer. Déjà un petit mot sur le contexte. Peut-être que je vais pouvoir vous mettre ça en plein écran, ce sera mieux. Voilà. Donc, déjà, normalement, vous avez tous un statut d'association. Que vous soyez comité ou association affiliée à la FSCF, vous êtes déclaré et vous avez normalement une immatriculation avec un numéro SIREN. Donc, ces éléments-là font que vous pouvez tout à fait demander, au titre de votre structure, une subvention. Donc, soit pour la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, soit pour contribuer au développement d'activités, soit pour contribuer au financement global de l'activité. Donc, on verra avec Gérard tout à l'heure quel type de subvention va avec quelle demande. Cette demande, elle doit être faite, comme on le verra cette fois-ci avec Valérie, sur un document qui est un document unique et qui est un document administratif qui s'appelle le CERFA et qui porte un numéro et qui devra être donc systématiquement accompagné normalement d'un projet associatif. Donc, notamment pour ceux qui demandent, puisque c'est là les demandes les plus importantes en nombre qui sont faites au sein du réseau FSCF, c'est les demandes pour le projet sportif fédéral. Donc, on va vous demander le projet associatif de votre association ou de votre comité. Donc, qu'est-ce que le projet associatif ? Donc, c'est avant tout le résultat d'une réflexion que vous allez mener avec l'ensemble de vos membres et qui va vous mener à exprimer à la fois qui vous êtes, vers où, comment vous voulez aller et pourquoi vous voulez y aller. Donc, en gros, c'est ce que vous souhaitez réaliser avec les membres de votre association. Donc, il y a un objet social à votre association. Mais en gros, au-delà de cet objet social, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser comme action et la manière dont vous allez vouloir le faire, compte tenu de la situation, de l'état des lieux de votre association au moment où vous demandez cette demande de subvention. Donc, sur ce document qui sera donc téléchargeable à partir de demain sur le site de la FSCF, je vous ai mis un lien Internet avec une petite vidéo qui explique bien justement ce projet associatif dans sa nature. Donc, je vous incite à aller la regarder. Je ne vais pas le faire là ce soir parce que le temps est un peu contraint, donc je ne vous la montre malheureusement pas.
Alors, pourquoi écrire son projet associatif? Belle question. Déjà, pour donner du sens à ce que vous faites, c'est bien de se dire, de se poser à un moment et de se dire, voilà, où est-ce qu'on en est, quel est l'état des lieux de notre association, et puis vers où on veut aller et quelles sont les actions, formaliser toutes les actions qu'on veut faire. Donc, vraiment faire le point et se fixer des lignes directrices, sachant que votre association elle est peut-être un peu ancienne et elle a besoin d'évoluer. Il y a peut-être une nouvelle gouvernance qui s'est installée et peut-être qu'il y a des nouvelles ambitions aussi qui ont besoin d'être écrites et présentées et partagées avec l'ensemble des membres. Et comment construire ce projet associatif? Donc là, c'est de la méthodologie qui va vous permettre ensuite de réaliser le vote. Donc c'est un petit peu théorique, mais vous verrez aussi à la fin de l'intervention que vous avez des liens pour essayer de vous aider dans cette écriture. Donc il y a 4 grandes étapes. La première, c'est faire un diagnostic de votre association. C'est à la fois savoir avoir l'état des lieux de votre association, donc c'est le nombre d'adhérents, comment il a évolué depuis sur la dernière Olympiade, les activités pratiquées, comment ça évolue, le nombre d'encadrants, le nombre de salariés, tout ça, il faut le poser, donc toutes les données qui peuvent être chiffrées, donc plutôt quantitatives, doivent être posées dans un tableau, et puis également, du coup, tout ce qui peut être qualitatif comme données. Et ensuite, vous allez essayer d'analyser ces données en repérant à la fois les besoins de l'association qui se dégagent donc de ces données. Vous allez identifier les forces et les faiblesses, et vous allez, du coup, par ce biais, interpréter les résultats de cet état des lieux. La deuxième étape consiste en la formalisation du projet. En gros, qu'est-ce que ça va être votre projet pour la durée? Souvent, on le fait, quand on est sur une structure sportive, souvent on le fait sur une Olympiade, donc 4 ans. Donc, pour formaliser votre projet, en fait, je vous ai mis aussi une petite méthodologie là qui va vous aider. Donc, pareil, on ne va pas la détailler, mais vous aurez l'occasion de la reprendre à votre compte quand vous revisionnerez ce webinaire. Et vous pourrez télécharger également uniquement le diaporama. Donc voilà, donc vous allez choisir des orientations, vous allez choisir une durée, vous allez concrètement exprimer des actions à mettre en œuvre pour chacune des orientations que vous aurez définies. Donc vous voyez, il y a des exemples là qui sont par exemple ouvrir une section pour les personnes seniors, intervenir dans des écoles, donc plutôt le volet éducation. On peut avoir le volet plus à tout forme, plus le volet plus inclusion en mettant en place peut-être des projets à destination des personnes en situation de handicap, etc. La troisième étape, c'est la traduction du projet. Donc, vous allez décliner en opérationnel, du coup, vous allez clairement écrire les actions, les étapes, le calendrier, le nombre d'heures que ça va nécessiter, qui va être responsable de cette action, etc. Et puis, vous allez mettre des indicateurs qui vont vous permettre d'évaluer un peu ce projet. Donc, c'est à la fois des choses qui vont être à la fois écrites, mais aussi il n'y a pas besoin de faire des grandes phrases, j'ai envie de dire. Voilà, des tirets, des éléments très concrets, ça vous aidera à formaliser votre projet. Voilà, vous aurez aussi donc un petit récapitulatif sur le diaporama, avec les mots-clés qui sont partage, concertation et formalisation. L'idée de la co-construction de ce projet avec l'ensemble de vos membres est important puisqu'il assure derrière le succès de ce projet. Donc, à la fois connaître les besoins, ce qu'ont envie de faire vos membres, les besoins, les manques qu'il peut y avoir, et puis derrière, le partage des actions. Voilà, et pour finir, donc, je vous ai mis un certain nombre de liens qui vont vous permettre du coup d'écrire votre projet. Ça sera vraiment des ressources. Et j'ai essayé de vous en mettre à la fois dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture
et dans le domaine de l'éducation populaire pour bien être dans les 3 piliers de la FSCF. Voilà, moi j'en ai fini avec ma partie. Gérard, je te propose de partager ton propre diaporama, si c'est possible pour toi à ce stade. Ou d'ailleurs, je peux peut-être prendre quelques questions si vous voulez. En attendant, et Gérard, si tu peux partager ton diaporama, ça serait top parce que comme ça, tu maîtrises tes diapos, ce sera mieux. Pardon, il faut aller sur m'autoriser le partage d'écran. Il faut aller sur écran partagé. Il y a marqué autoriser sur la droite à partager. D'accord, ok. Si on m'autorise le partage, c'est bon. Normalement, c'est bon. On m'a autorisé. Je m'excuse parce que je ne maîtrise pas du tout. Tout va bien. Bah c'est bon, tu as réussi. Oui, mais je suis un professionnel de l'outil. Ouais, j'ai rien touché, du coup, c'est parfait. Voilà. Juste, est-ce que avant que Gérard commence, vous avez une ou deux questions sur le sujet? Si vous en avez, il faut lever la main. Si personne ne lève la main, c'est que tout va bien. Et sinon, vous pouvez vous exprimer aussi dans le chat, mettre des commentaires. Moi, je vais regarder là. Et puis, à la fin de l'intervention de Gérard, on aura à nouveau une petite série de questions possibles. Donc, si vous voulez les écrire dans le chat, je pourrais les lire également. Voilà, Gérard, à toi. Oui, donc bonsoir à tous. Ce que je vais faire, on va parler surtout des subventions, mais les subventions publiques, puisque le sujet des subventions est vaste. Donc, on risque aussi s'y noyer. Donc, bien sûr, je m'adresse aux associations sportives. Bon, effectivement, il y aura un peu de partie, on va dire, concernant les comités départementaux et les comités régionaux, mais c'est essentiellement les associations sportives qui ont été visées. Voilà, donc, alors, je ne sais pas, parce que est-ce qu'il défile? Oui. Donc, la première des subventions auxquelles vous pouvez postuler, c'est le PSF. Tout le monde connaît et a entendu parler du projet sportif fédéral. Donc, je rappelle que le financeur dans ce cadre-là, c'est l'Agence nationale du sport et que c'est bien la FSCF, la Fédération sportive et culturelle, qui instruit via la commission fédérale et la DTN, et parfois aussi il y a des salariés qui sont dans ces organes. Voilà, alors qui est éligible? Bien sûr, toutes les associations locales, bien évidemment les organes déconcentrés. Eh bien, on est bien aussi là dans l'accès aux activités sportives, d'accord, dans le cadre du PSF. Donc, c'est très important qu'on soit dans le cadre de la note de cadrage et notamment dans le développement des pratiques. Donc, une petite info en primeur. Donc, il faut savoir, là, aujourd'hui, bon, c'est pas officiel, mais officieux, puisque la note de cadrage est en train d'être écrite pour validation à l'ANS. Donc, aujourd'hui, bon, tout le monde le sait, le montant minimum, c'est 1 500 €. Bien évidemment, on reste toujours sur le principe que les quartiers prioritaires de la ville, les QPV et les LR ont toujours leur montant qui descend à 1 000 €, puisque bon, ce sont on va dire des zones qui sont prioritaires par rapport à la demande de subvention. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les associations, normalement, peuvent déposer 3 actions, et là, c'est très important d'écouter 3 actions, normalement, c'est 2, mais 3, à condition qu'une de ces 3 actions soit dans le programme santé, dans l'éveil de l'enfant, la multi-activité ou l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc voilà pour ce qui est des associations. Et effectivement, on peut noter que pour les structures territoriales, CD ou CR, elles peuvent déposer 3 actions, voire 4, si elles s'adressent sur le renforcement du réseau territorial, c'est-à-dire favoriser la création de sections, l'affiliation de nouvelles sections, l'adhésion, etc., et la fidélisation. Donc, on voit qu'il y a une volonté de la fédération de se développer en termes d'associations et de sections. Voilà, donc bien sûr, la demande, elle se fait via le compte asso, bien évidemment. Donc là, je vous ai mis le lien pour ceux qui n'auraient pas l'habitude ou qui ne connaîtraient pas ce dispositif pour vous familiariser. Il y a des tutos sur Internet qu'on trouve facilement
là-dessus. Voilà, je pense avoir balayé. Et ce qui est important, bon, là, vous avez la primeur, c'est mi-mars au 24 avril. Donc, 24 avril, minuit, c'est terminé. On ne pourra plus déposer. Donc, il faut bien l'avoir en tête. Donc, là, c'est en primeur, donc vous avez l'info. Ensuite, il y a à peu près une semaine où vous pouvez compléter, c'est-à-dire mettre votre projet associatif, dont la DTN a parlé précédemment. Aussi, je n'ai pas oublié à mettre les comptes rendus financiers des années précédentes. C'est très important puisque ça peut aboutir à des remboursements dans le cas de la non-présentation de ces comptes rendus financiers. Et bien évidemment, les comptes, etc., et tout ce qui s'ensuit, le budget, etc., qui est demandé. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus long puisque, voilà, on va aller deuxième temps. Maintenant, on est sur toujours la subvention publique, mais on est sur l'aide à l'emploi. Donc, on est dans la professionnalisation et j'ai volontairement aussi mis les premières expériences puisque ça concerne vraiment les associations. Donc là, l'aide à l'emploi, on fait toujours la demande via le compte asso, hein, donc tout se passera via le compte asso, sauf que là, le financeur, bon, c'est la Drages qui détient les fonds. L'instructeur, c'est aussi la Drages qui va valider la subvention et il y aura un avis du CTN, voilà, sur la plateforme Osiris qui est en lien avec le compte asso et où la fédération émet un avis aussi sur l'association qui demande une subvention. Voilà. Alors, il y a deux dispositifs. Voilà. Alors, les associations locales, les CRCD sont concernés. Deux dispositifs, l'emploi sportif qualifié, le SQ, d'accord, avec une création d'emploi, c'est très important. Donc, bien évidemment, 35 heures. Vous pouvez avoir cette subvention pendant 2 années, 2 fois 12 000 euros. Effectivement, on peut avoir moins. Le minimum, c'est le mi-temps. Voilà, et l'aide, bien sûr, est proportionnelle par rapport aux 12 000 euros en fonction voilà, du nombre d'heures réalisées. Donc, il peut y avoir une continuité au-delà de ces 2 ans qui s'appelle la consolidation et beaucoup en ont profité au sein de la FSCF, notamment au niveau des CR. Donc, ça va de 5 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros en fonction pendant 1, 2, 3 ou 4 ans. Voilà. Donc, ensuite, il y a un deuxième volet qui est, alors je rappelle, dans ces emplois sportifs qualifiés, on peut avoir des agents de développement, d'accord, essentiellement, et aussi des gens qui sont diplômés en BPG pour le développement, mais là, on est dans la face-à-face pédagogique et la pratique aussi. Les deux sont possibles. Ensuite, il y a une troisième option qui est un jeune, une solution. C'est une création d'emploi pour un jeune, c'est à moins de 30 ans, et le financement, c'est one shot sur une année, c'est 10 000 euros. Voilà. Ensuite, il y a une troisième option qui, moi, me paraît intéressante à vous présenter, c'est le contrat d'apprentissage. Donc, c'est un jeune qui est en master 1 ou un master 2. Voilà, et c'est une alternance, c'est une semaine sur 2. On s'organise comme on veut par rapport, c'est possible 2 semaines, 2 semaines. En fait, il y a une liberté pour l'organisation, mais souvent, c'est une semaine sur 2. L'aide pour un moins de 18 ans, c'est 5 000 euros. Et l'aide pour un plus de 18 ans, c'est 8 000 euros et c'est qu'une année. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi puisque un contrat d'apprentissage, à peu près, ça coûte 10 000 euros la première année. Donc, c'est que, en gros, 2 000 euros pour l'association derrière. Et ça permet, c'est un mi-temps, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est un mi-temps, mais ça permet aussi de se développer et de rentrer le jeune sur une première expérience et aussi de permettre peut-être au CR, au CD ou à l'association de se professionnaliser. Ensuite, il y a un autre dispositif qui est intéressant, mais qui n'est pas un emploi, d'accord ? C'est un service civique, donc qui permet de permettre à un jeune d'avoir une première expérience. Et donc là, c'est une indemnité qui est donnée par l'État d'environ entre 550, je parle d'en brut, hein, jusqu'à peut-être 680 avec les indemnités. Et voilà, bon, juste pour avoir ça en tête. Et l'idée, c'est bien sûr de créer une fiche de mission et de répondre à cette fiche de mission par rapport à… Donc là aussi, c'est orienté, mais vous avez les renseignements, voilà. Et vous pouvez aussi écrire à la fédération, service civique fscf.asso.fr et vous aurez des renseignements sur le sujet. Voilà. Ensuite, je parle rapidement, je vais balayer rapidement les subventions pour les CRCD sur les collectivités territoriales. Donc, on a effectivement donc, le comité régional, si je prends FSF, donc j'ai pris un exemple concret, va adresser une demande de subvention
conseil régional, bien évidemment. Et là, on est plutôt, et là, je prends l'exemple, puisque chaque conseil régional a quand même des politiques différentes. Si on est sur l'Île-de-France, on est plutôt sur le développement des pratiques, la formation, le sport santé, le sport loisir. Et donc, il y a effectivement des financements, donc une convention d'objectifs pluriannuels, voilà, qui est traitée en direct avec la direction des sports du conseil régional. Voilà. Conseil départemental, idem, donc comité départemental a son interlocuteur. Voilà, toujours avec la politique. Sur l'association locale, c'est la commune. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que des associations, d'accord, peuvent aussi déposer sur d'autres dispositifs. Et là, il me semblait intéressant de parler ce qu'on appelle donc du pacte régional d'investissement dans les compétences, le PRIC. Donc, je rappelle là, on est plutôt, puisque c'est le ministère de l'Emploi qui gère cette enveloppe, mais c'est une enveloppe intéressante, c'est une des plus grosses. Et là, on est dans le socio-sportif. Et aujourd'hui, on a une association sur l'Île-de-France qui est Impulsion 75, qui est dans ce dispositif. Je rappelle que bon, ce sont des projets qui sont assez lourds puisqu'on rentre dans des consortiums, c'est-à-dire un partenariat. Et là, dans ce cadre-là que je vais vous parler, c'est un partenariat d'une association avec le comité régional et l'organisme de formation de la fédération Format. Et donc, effectivement, on peut avoir des sommes qui sont très intéressantes, mais il faut que le projet soit construit et qu'on soit dans l'inclusion et l'insertion des jeunes par rapport à l'emploi. Et donc, le sport est un vecteur qui permet on va dire, de capter le jeune. Et ensuite, il faut essayer de déterminer son projet personnel et professionnel pour pouvoir l'aider à s'insérer, enfin, à s'inclure et à faire une formation qui lui permette d'accéder à un emploi. Donc, ça, c'est intéressant. Et dans ce cadre-là, on a un exemple avec Impulsion 75 qui ont obtenu une subvention sur 2019-2020 de 250 000 € qui a été renouvelée. Donc, ça permet de former 90 jeunes à peu près sur l'année. Voilà. Erasmus+, un petit mot rapidement. C'est quelque chose qui est intéressant pour une association à condition de trouver 2 autres associations dans 2 autres pays européens, d'accord, je dis bien européens, donc l'Angleterre, c'est terminé, n'y pensez pas, donc l'Espagne, l'Italie, avec un projet sur des bonnes pratiques, un projet bien monté, donc c'est de l'ordre de 60 000 €, d'accord, sur le projet par rapport à un partage de bonnes pratiques, voilà, donc là-dessus, ça peut être la santé, ça peut être, effectivement, c'est pas de la compétition, ça peut être la santé, ça peut être de l'inclusion, de l'insertion, voilà, donc tout ce qui est, par exemple, qui permettent d'échanger. Et à ce moment-là, en Europe, c'est très, très sérieux puisqu'il faut que chaque euro soit justifié. Voilà. Rapidement, maintenant, je passe sur le côté éducation, jeunesse, éducation populaire. Donc, on a un financeur, un instructeur qui est le service de la jeunesse et l'éducation populaire. Donc, aujourd'hui, sur l'Île-de-France, il est à la Bragesse, mais c'est la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est réservé à des associations où il y a un budget qui est inférieur à 100 000 € et avec moins de 2 ETP d'équivalent temps plein. Voilà. Donc, il y a un FDVA 1, ce que j'appelle moi, donc qui est réservé à la formation des bénévoles, mais qui est réservé essentiellement, je le dis bien, aux associations qui sont jeunesse et éducation populaire. Donc, il y a un agrément qui est sur la jeunesse et éducation populaire. Donc, elle n'est pas hors activité physique et sportive. Donc là, je m'adresse vraiment qu'à ces associations-là. Sur le deuxième volet FDVA2, qui est possible de postuler pour les autres associations, il y a un soutien au fonctionnement des petites associations. Et bien sûr, donc, les associations peuvent postuler sur l'axe 1 et l'axe 3, puisque c'est un soutien aux projets innovants des associations, puisque l'axe 2, si vous lisez bien, c'est un soutien aux structures ressources qui accompagnent les petites associations. Donc, ça serait plutôt quelque chose qui serait plus une structure, donc un CD fléché, donc jeunesse et éducation populaire, voilà, avec vraiment et qui soutiendrait des associations, donc bien sûr en jeunesse et éducation populaire, pour les accompagner parce que c'est une structure qui permettrait ce développement. Voilà. Donc, la campagne, elle est organisée par département, d'accord. Elle se débute fin décembre et elle se clôture à mi-mars. Donc, il est encore temps pour certains, s'il y a des associations de jeunesse et d'éducation populaire parmi nos auditeurs, de pouvoir postuler encore. Voilà.
Deuxième aide à l'emploi, à la professionnalisation dans ce secteur, c'est le poste FONJEP, donc le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire. C'est le financeur, d'accord. L'instructeur, c'est toujours le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Voilà, donc le SDJES. L'éligibilité, bon, c'est un soutien qui nécessite bien sûr un salarié, c'est-à-dire il y a le soutien d'embaucher un jeune, d'accord, entre 18 et 30 ans. C'est sur 3 ans, l'aide est sur 3 ans, 7 164 €, renouvelable 2 fois. Toujours pareil, elle se dépose entre mars à décembre. Et le contact, c'est le service départemental de la jeunesse à l'engagement et au sport au sein du département de la DSDEN, la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Voilà. Ensuite, un dernier point, voilà, c'est pour parler, puisque nous, le propre de notre fédération, c'est le triple agrément, hein, l'agrément sport, l'agrément jeunesse, éducation populaire, mais aussi l'agrément culture, donc avec un fonds d'encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs. Donc voilà. Chaque année, il y a un dépôt de demande qui se fait, et c'est le 15 mars. La deadline cette année, c'est aussi le 15 mars 2022, donc on reste toujours… l'année 2022, ne ment pas la date, c'est toujours la même. Voilà, donc je vous ai mis le lien effectivement pour pouvoir postuler, puisque c'est la demande de financement sur les associations. Il y a tout ce que je veux dire, l'appel à projet, etc., par rapport à tout ce qui est l'aspect culturel par rapport à cette demande, via la DRAC, donc il y a les aides et démarches, donc il y a les conseils. En revanche, on dépose sur la plateforme mesdémarches.culture.gouv. C'est bien important de le mentionner. Voilà. Donc, il m'a semblé qu'au siège, un accompagnement sur ce dossier de chargé de projet culturel, jeunesse, éducation populaire, c'est Hélène Borden. Donc, j'ai mis ses coordonnées là-dessus. Voilà. Je crois que j'en ai terminé pour moi et j'espère ne pas avoir été trop long. Voilà. Merci à vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas. A priori, il n'y a pas eu de questions de poser dans le chat. Si, il y en a. Si, il y en a eu, pardon. Ouais. Alors, je vais te les lire, Gérard. Qu'entends-tu par la consolidation de l'emploi? Alors, c'est quand consolidation de l'emploi, c'est par exemple, j'arrive à la fin de mes 2 fois 12 000, j'ai obtenu 12 000 une année, 12 000 une autre année, et je fais une demande de consolidation à l'ADR en disant, j'ai pas assez développé, et donc je vais être peut-être en difficulté pour pouvoir financer totalement. Et donc, il y a un complément qui est donné en fonction des justifications. Bon, il y a un regard, bien sûr, si on n'arrive pas à démontrer, si les caisses sont pleines et que dans le budget qu'on présente, effectivement, ils voient que il n'y a pas une difficulté. Mais s'il y a une difficulté, dans la plupart des cas, ils prolongent. On le voit sur l'Île-de-France qui était en difficulté à un moment donné. Ça a été prolongé de 4 à 5 années derrière. Donc, encore l'année dernière, ils ont prolongé de 6 000 €. Donc, c'est une demande qui se fait de consolidation de l'emploi qui a été créé. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. D'autres questions? Est-ce que vous avez les liens où déposer les demandes de subvention pour la région et le département? Le lien, alors le lien, en fait, il y a un site, on pourra le mettre, il y a un site avec la liste des DRAGES. Du coup, vous allez chercher celle de votre région. Hein. Non, je pense que la question, là, elle est orientée sur les conseils régionaux et les conseils départementaux. D'accord. Sur la DRAGES, il n'y a pas de demande en direct. Quand on demande le PSF, c'est le compte asso. Et quand on demande un emploi aussi, à la DRAGES, c'est toujours sur le compte asso. Ça bascule sur Isiris, moi je le vois. Et donc ensuite, il y a une validation avec les collègues de la direction, enfin de la DRAGES, pour valider ou pas. Voilà, et ça passe après en commission territoriale, donc du coup, c'est validé à l'échelon au-dessus. Voilà. Donc là, c'est plutôt la question, vous tapez Conseil régional d'Île-de-France, si vous êtes en Île-de-France, si je suis en Centre-Val de Loire, et vous allez avoir effectivement le lien pour vous connecter, effectivement pour déposer, mais souvent,
il me semble, dans la convention pluriannuelle sur l'Île-de-France, elle est envoyée aussi par mail. Donc, parfois, il y a des conseils régionaux qui ont une plateforme et parfois, c'est aussi envoyé via le mail. Voilà. Pour le PRIRC, est-ce que ça concerne uniquement les jeunes? Alors, oui, ça concerne surtout les jeunes. Ça concerne les jeunes, on est toujours dans cette tranche d'âge et ça va, c'est la personne en situation de handicap, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Et voilà. Donc, du coup, c'est vraiment des jeunes. En principe, ceux qui sont fléchés, c'est les 18-25. Voilà, dans le but effectivement, de les amener. Alors, souvent, ceux qui sont peu ou pas diplômés, il y a une priorité qui est axée là-dessus. C'est pour ça que je crois que le sport, en tant que moyen d'inclusion, d'insertion est important. Donc, il faut faire l'accroche par le sport. Ceux qui ont je parle des décrocheurs scolaires. Effectivement, il ne s'agit pas de sortir du système scolaire des jeunes qui vont bien. Donc, ça s'adresse vraiment à des décrocheurs scolaires. Donc, souvent, on les capte par la pratique sportive, puisque bon, ils aiment bien souvent être dans ils aiment bien la pratique sportive. Et sur ceux qu'on a eu, ça permet de rentrer en contact. Et dans le deuxième temps, il faut être dans le ce que j'appelle éducatif, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir leur demander, de définir un peu ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et ensuite, on va leur trouver une formation qui est un petit peu adaptée à leur positionnement et on va les tester aussi pour voir leur niveau et pour voir comment on peut les épauler en tutorat, notamment avec des professeurs des anciens instituts ou des profs qui sont à la retraite et qui participent au projet quand je prends le cas de l'Île-de-France. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment, et ensuite, on a le financement, vu que c'est la région qui finance, on a le financement. Nous, on peut les amener sur un CQP avec format, c'est ce qu'on a fait, d'accord, pour qu'ils puissent être dans le milieu sportif. Mais il y en a d'autres qui se sont orientés vers agent de la RATP, vers la sécurité. Ok, merci Gérard, je te coupe parce qu'il y a encore des questions et il y a surtout l'intervention de Valérie derrière. Donc, est-ce que tu peux répondre de façon très courte là aux prochaines questions? À qui faut-il s'adresser pour trouver une personne en alternance, organisme, école, etc. À qui il faut s'adresser? Donc, nous, on peut s'adresser, on a une convention avec la C3D STAPS. Donc là-dessus, je pense que dans chaque région, on peut. Après, c'est les universités, puisqu'en fait, en alternance, pour trouver un contrat d'apprentissage, c'est surtout des jeunes qui sont en master. Donc, si on se rapproche d'une université, bon, effectivement, et donc dans le secteur où on veut, APA, par exemple, si on fait un master APA, donc on se rapproche d'une université, on regarde dans les formations et on contacte. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des contrats d'apprentissage. Ok, et voilà, la dernière, c'est une expérience, ce n'est pas une question, donc c'est parfait. Voilà. Donc, merci beaucoup. Valérie, une dernière info, c'est que là, je n'ai pas parlé des appels à projets. D'accord, les appels à projets, c'est possible aussi via l'ANS. Il y a en plus des subventions publiques là, fléchées, il y a parfois des appels à projets, il faut rester en veille. Il faut aller voir sur le site de l'ANS, sur la Fondation de France. Il faut être en veille sur tous les sites possibles sur les appels à projets. Voilà, j'en ai terminé, parce qu'il y a un autre secteur qui permet aussi d'augmenter les subventions. Voilà, merci à vous. Ok, merci Gérard. Donc Valérie, il est 40, il te reste 20 minutes pour t'exprimer et prendre toutes les questions qui vont arriver sur tes deux sujets. Et on ne t'entend pas là, Valérie, tu n'as pas mis ton micro. Je sais, mais j'ai essayé de partager mon écran et ça ne fonctionne pas bien. Et du coup, je pense que c'est toi qui vas partager. Parce que moi, ça ne fonctionne pas. C'est un problème de mon ordinateur, je pense. Sauf que, alors, du coup, commence et j'arrive. Hein, je ne l'ai pas sous les yeux. Pardon. Alors, attends, est-ce qu'il faut que je le retrouve? Je ne sais pas trop si je ne l'ai pas fermé, en fait. C'est ça mon souci. Ça, c'est celui de Gérard. Je suis désolée, mais comme moi, j'ai du matériel fourni par mon employeur, ça ne fonctionne pas bien, le partage d'écran. Donc, on m'a demandé d'intervenir. Ouais. On m'a demandé d'intervenir en fait sur les montages des budgets et le remplissage des CERFA.
Donc, je vais commencer déjà par le budget. Rappelez que c'est un tableau financier qui détaille les ressources, recettes, produits. Après, chacun appelle ça un peu comme il le souhaite, et les dépenses et charges par rapport à un projet. Je voudrais que tu descendes un petit peu, Fabienne. C'est bon, là? Non, tu es trop haute. Descends. C'est pas ton truc, là? Non, là, tu es sur Gérard. Descends quand même. Ah, d'accord, excuse-moi. Je n'étais pas sur les bonnes parties. C'est bon, là? On y vient. Voilà, bouge plus. Remonte un petit peu, merci. Alors, du coup, voilà, donc juste dire que c'est un tableau financier. Le budget est un tableau financier qui récapitule les dépenses et les ressources liées à un projet issu du projet associatif, pour faire le lien avec ce que nous disait initialement Fabienne. Donc, son objectif à ce budget, c'est de vérifier la viabilité de votre projet et de confronter les envies aux réalités économiques. Parce que, bon, on peut avoir plein d'idées et économiquement, ne pas pouvoir les mettre en œuvre ou avoir des difficultés à les mener à bien. Sur les projets subventionnés dans le cadre du montage du budget, je vous conseille de privilégier la méthode de la détermination des recettes à partir des dépenses, c'est-à-dire de commencer votre budget par les dépenses et non pas par les recettes. Et après, de trouver les recettes nécessaires pour pouvoir dépenser. Donc, voilà. Merci, Fabienne. Quelques règles de base. Donc, pour bien budgéter, il faut anticiper la date. N'attendez pas la veille. Par exemple, vous voyez là le PSF qui est à déposer pour le 24 avril. Ne vous mettez pas sur votre budget le 23 avril, c'est beaucoup trop tard. Vous pouvez même l'anticiper dès que vous avez la connaissance de votre projet. Vous pouvez même anticiper avant la date de lancement des périodes de subvention, de dépôt de subvention. Le budget d'une action peut être supérieur au budget global de l'association, bien évidemment, puisque parce qu'une action fait partie du budget total. Je le dis parce que, alors ça semble logique, mais je le dis parce que l'année dernière, par exemple, dans le cadre du PSF, nous avons eu des demandes de projets supérieures au budget global de l'association, ce qui n'est logiquement pas possible. Le total des charges doit être égal au total des ressources, donc le budget présenté en termes de demande de subvention n'est ni excédentaire ni en perte, il est équilibré des deux côtés. Et le projet que vous déposez ne peut pas être financé uniquement que par de la subvention. Donc ça, souvent, vous avez dans la note de cadrage des informations à ce niveau-là. Par exemple, sur le financement FDVA, on sait que eux, de toute façon, tout financement public confondu, quel que soit le financeur, ne financeront pas un projet au-delà de 80%, donc du montant. Fabienne. Donc, avant de vous lancer dans l'écriture de votre budget, donc mettez-vous au clair avec la personne qui le rédige. Bien souvent, dans une association, ça se travaille à plusieurs. Hein, les projets du projet associatif se travaillent à plusieurs. Et vous avez ceux qui savent écrire et ceux qui savent chiffrer. Donc, n'hésitez pas à mettre au clair le projet avant de vous lancer dans les chiffres avec la personne qui l'a écrit. Vérifiez aussi avec les organes de décision quels sont les objectifs du projet et quels sont les moyens à mettre en œuvre. Si vous avez besoin de ressources humaines, si vous avez besoin de ressources matérielles, s'il y a des équipements à acheter, etc., que ce soit fait avant de commencer l'écriture. Et le but final de votre budget, c'est de transformer en chiffres les mots du projet écrit. Sur la suite, je vous ai détaillé les dépenses directes, merci. Voilà. Les dépenses directes, donc il y en a de très nombreuses et qui sont, alors soit vous pouvez avoir des projets avec très peu de dépenses et des projets avec beaucoup de dépenses, et je vous les ai listés plus que j'ai pu, et ça vous permettra après de revenir sur le visuel pour pouvoir les lire et vous y retrouver. Donc, les charges directes concernent uniquement le projet budgété et non pas les dépenses de fonctionnement habituelles qui, elles, sont des charges indirectes dont je vous parlerai un petit peu après.
Donc là, je ne vais peut-être pas tout descendre, Fabienne. Donc en fait, je me suis basée sur le CERFA, j'ai repris chaque grande ligne du CERFA et je vous ai mis des exemples donc au hasard. Tiens, on va prendre service extérieur, donc location mobilière ou immobilière, là c'est le plus simple. Soit parce que vous avez besoin pour votre projet de louer un local ou de louer une salle ou de louer un gymnase ou de louer un véhicule, un camion, enfin je ne sais quoi, un bateau, un avion. Voilà, donc tout ça, ça va là. Puis tu peux descendre. Donc en fait, tout est listé. Je vous laisserai le lire tranquillement. J'ai essayé de mettre le plus d'exemples possible pour vous y retrouver. Et après, si vous avez besoin, par exemple, de classer une dépense que vous ne savez pas classer, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai à le mettre dans les bonnes cases. Sur la partie charge de personnel, donc j'ai bien indiqué uniquement si l'association a des salariés, puisque dans les projets moyens humains, si vous avez des salariés, bien évidemment, il ne faut pas les oublier, il faut valoriser le temps de travail et les charges de personnel qui vont avec. Si vous faites intervenir des intervenants extérieurs qui ne sont donc pas salariés de la structure, il y a un autre compte pour ça, un compte 62 qui s'utilise ou un compte 604. Voilà. Là, tu peux continuer à descendre. Donc ça, c'était la partie charge directe. Et ensuite, vous avez un cadre sur le CERFA pour les charges indirectes que l'on oublie parfois de remplir et c'est bien dommage. Donc ça, c'est en fait des dépenses. Les charges indirectes, c'est des dépenses qui concernent plusieurs projets, y compris la structure en elle-même pour son fonctionnement habituel et qui vont être réparties en fait sur l'ensemble des projets. Parce que je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je vais prendre par exemple, j'ai une secrétaire dans l'association, je dépose un projet, la secrétaire, elle ne va pas intervenir 100% de son temps de travail sur le projet. Elle va peut-être intervenir, je ne sais pas, 3% de son temps sur le projet. Donc ça, il faut le valoriser, le mettre dans ces cases-là. J'ai un local habituel, le siège social de l'association que je loue. C'est pas 100% de la dépense qui vont passer sur le projet, puisque 100% c'est sur le budget global. Mais sur l'action, je vais peut-être utiliser le local, le siège social, 1% de la valeur pour pouvoir faire mes réunions dans le cadre de mon projet, par exemple. Voilà, ça c'est tout ce qu'on appelle charge indirecte. Ensuite, nous avons la partie valorisation. Non, j'ai les recettes avant. Donc, sur les recettes, je vais m'y arrêter un tout petit peu. Avoir en tête quand même que ça ne sert à rien de gonfler les montants en espérant avoir plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut plutôt être réaliste et prudent en même temps sur les ressources. Hein. Ne pas surestimer les ressources éventuelles, mais ne pas non plus. Il faut essayer d'être au plus proche de la réalité. Et là, c'est de même, je vous ai détaillé pareil, le CERFA, vous verrez, quand on descend, les numéros sont indiqués, vous avez des titres et des choses à y mettre dedans. Donc, si je prends la principale là, celle qu'on a sous les yeux, donc la vente de produits finis, donc dedans, on y met toutes les prestations facturées aux membres de l'association, hors la cotisation annuelle, bien entendu, qui, elle, ne fait pas partie du tout de la mise en place des projets. On peut avoir des interventions pédagogiques, de l'encadrement réalisé pour une structure, de l'organisation d'un stage à destination d'un public non adhérent, etc., de la vente de matériel, de vêtements, de calendrier, les tombolas, les lotos, les buvettes, les repas dansants, tout ça, vous connaissez bien mieux que moi, notamment sur les associations ou la participation des stagiaires lorsque vous organisez une formation. Donc voilà, tout ça, ça se met là en termes de recettes et c'est à vous de les estimer au mieux de votre budget sans pour autant gonfler. Voilà, tu peux descendre. Après, il y a la suite des recettes, je pense. Voilà. Donc, toujours avec des exemples. Et là, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'exemples complémentaires. Dans le bas du CERFA, donc, vous avez après une partie qui s'appelle « Contribution volontaire en nature ». Donc, cette partie, en fait, ça permet de prendre en compte tout ce qu'on va vous apporter dans le cadre du projet et qui n'a pas d'aspect financier. C'est-à-dire que ça ne vous coûte rien. C'est mis à disposition à titre gracieux. Donc, ça peut être, par exemple, de la mise à disposition de personnel. Je vais prendre l'exemple de nos DTN qui sont mis à disposition par le ministère des Sports à titre gracieux.
malgré tout, on valorise quand même leur temps de travail et on les indique dans ces cases-là, 86, 87. Vos bénévoles aussi, bien sûr, puisque quand vous avez un projet, vous avez besoin de moyens, de ressources humaines, et les bénévoles en font partie. Donc, avec la valorisation à effectuer, je vous ai mis un exemple de calcul pour valoriser le travail. Et cette partie-là est toujours équilibrée en elle-même, 86-87. On n'équilibre pas cette partie-là avec ce qui se passe au-dessus, c'est complètement à part, et on l'équilibre l'un vers l'autre, de l'un vers l'autre. Voilà. Je pense que tu peux passer. Je verrai après si j'ai des questions. Descends, merci. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez vos dépenses, vous avez vos ressources et vous avez vos contributions volontaires. Soit vous avez de la chance et vous êtes à l'équilibre tout de suite, soit vous, malheureusement, il vous manque des recettes ou il vous manque des dépenses. Enfin, voilà, vous n'êtes pas à l'équilibre. Donc, le but, c'est bien sûr d'arriver à zéro sans résultat sur ce budget. Donc, quelques conseils. Ne faites pas des estimations complètement éloignées de la réalité, bien au contraire. Vous devez essayer de coller au plus près de la réalité des coûts du projet, même s'il est évident que vous ne pourrez jamais estimer les choses à l'euro près. On est sur du budget, on est sur du prévisionnel. Donc, sauf à avoir des devis fixes et définitifs, on ne peut pas avoir des sommes précises. Il y aura toujours des postes de dépenses que vous aurez de toute façon sous-évalués et d'autres surévalués. Donc, au moment en fait, du traitement à la fin du projet, lorsque vous ferez le comparatif entre le réalisé et le budget, ça sera là le moment de vous poser des questions peut-être sur les écarts. Et si vous représentez ce projet à l'avenir, d'en profiter pour travailler sur les pourquoi de ces écarts. Le tout, bien sûr, est de faire tout ça dans des proportions raisonnables. Ne pas augmenter les ventes ou prestations pour parvenir à l'équilibre, cerner plutôt les charges revêtant un aspect prioritaire et renoncer aux autres pour les faire correspondre aux produits attendus. Lorsque vous avez terminé votre budget qui est en déséquilibre, plutôt que toucher aux ressources, je vous conseille de plutôt réviser les dépenses et de les revoir à la baisse ou à la hausse par rapport à ce que vous souhaitez obtenir. Le but de tout ça, c'est de faire un budget qui soit sincère, le plus sincère possible. Inutile de gonfler les postes de dépenses pour espérer obtenir une subvention plus importante. Il faut savoir que les gens qui étudient les dossiers, ils sont très habitués, connaissent les projets, ils ont quand même vos rapports financiers, enfin, etc., etc. Donc, à un moment donné, présenter des projets surgonflés par rapport à vos capacités habituelles, ça n'a pas beaucoup de valeur parce que de toute façon, ça ne sera pas suivi derrière. Le principe, c'est de répartir de façon homogène une marge de 5 à 10%, de façon à prévoir les impondérables. Vous avez des chiffres, si vous voulez à un moment donné vous dire, bon, au cas où, c'est 10% maximum du montant total des dépenses et pas plus. Et une fois que vous avez terminé ce travail de récapitulatif et que vous êtes à l'équilibre, là, vous passez donc sur le compte asso pour remplir le CERFA. Donc, je vous ai remis le lien comme l'avait indiqué tout à l'heure Gérard. Vous arrivez sur cette page-là et vous avez une petite case. Alors, une fois que vous êtes connecté, vous avez une petite case à droite qui s'appelle « Demander une subvention ». Vous cliquez dessus et vous arrivez sur une page, vas-y, qui vous liste en fait, vous recherchez une subvention. Donc, soit vous faites par le moteur de recherche, soit vous descendez en bas. Et là, vous voyez, bon, par exemple, moi, hier, c'est l'exemple, ça, c'est de mon CD. J'ai le choix j'ai le choix parmi 188 subventions différentes parce que j'ai pas fait de recherche. Donc, faites une recherche quand même par votre département ou votre région. Ça vous permet d'avoir beaucoup moins de propositions et vous n'avez plus qu'à sélectionner la subvention concernée. Donc, ils sont assez bien détaillés. Le dispositif est indiqué. Vous avez le financeur qui est l'instructeur qui est concerné. Et après, donc, vous n'avez plus qu'à rentrer dedans et à remplir les éléments du budget. Voilà. Donc, vous vérifiez, bien sûr, les coordonnées de l'association, vous vérifiez que tout soit bien à jour. Ça peut être fait aussi par la personne qui, elle, fait l'aspect écriture. Vous êtes là pour les chiffres. Après, c'est un travail commun à faire avec les autres personnes de l'association. Donc, vous vérifiez l'identification, les relations avec l'administration, les relations avec les autres associations. N'oubliez pas d'indiquer que vous êtes affilié à la Fédération sportive et culturelle de France. Parfois, il y a des manques. Vous indiquez vos moyens humains, donc le nombre de bénévoles, le nombre de services civiques, le nombre d'emplois aidés, le nombre de salariés, etc., etc. Vous remplissez le budget général
qui a été voté lors de votre dernière Assemblée générale. Ils vous demanderont de joindre les documents et vous remplissez ensuite le tableau que vous avez préparé au préalable, donc soit sur un tableur Excel, soit sur une feuille de papier, enfin comme chacun le souhaite, ou directement sur le CERFA, sur papier, comme vous le voulez. Mais je vous conseille de le remplir à part, et une fois qu'il est complété, de venir remplir les montants. Vous verrez que ça va beaucoup plus vite de le faire sur Internet après. Et on vous demande ensuite de détailler le projet, donc son intitulé, son objectif, ses descriptions, les bénéficiaires, le territoire concerné, les moyens matériels et humains dont vous allez avoir besoin, la date ou la période que vous envisagez de mettre en place et les indicateurs d'évaluation. Une fois que vous avez fait tout ça, vous attestez, vous signez, vous relisez une fois, jamais envoyer un document sans l'avoir relu, et vous faites envoyer et c'est parti. C'est pour moi, ça. Ouais, ça va être pour toi. Alors, j'ai voulu rajouter cette petite partie-là parce que vous avez dû voir qu'il y a quelques évolutions et lorsque vous vous connectez aujourd'hui sur le compte Asso pour faire des demandes de subventions, on vous demande d'attester ce fameux contrat d'engagement républicain dont va nous parler Fabienne. Oui, donc c'est la nouveauté, hein. Qui sort de la loi qui est écrite là et qui a eu un décret d'application donc en fin d'année 2021 et donc qui aujourd'hui s'impose à toutes les associations qui bénéficient de subventions publiques ou d'un agrément de l'État. Donc en gros, on va vous demander de souscrire à un contrat d'engagement républicain qui, en gros, expose que vous vous engagez à respecter et à faire respecter l'ensemble des principes portant sur les lois de la République, la laïcité, la liberté de conscience, l'égalité et la non-discrimination, la fraternité, la prévention des violences de toutes sortes, la dignité des personnes humaines, les symboles de la République. Donc, c'est un document à signer. Alors, Valérie, toi, tu dois savoir, parce que tu as déjà traité des cas, je crois que ça, en gros, aujourd'hui, c'est déjà demandé aux associations, quand elles vont déposer là, en 2022 des CERFA, on va leur demander de s'engager. Oui, alors là, je vais prendre mon exemple pour mon association pour le coup. Moi, je suis allée faire mes derniers passes sport là, puisque la date limite est au 28 février pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, dépêchez-vous. Et du coup, comme on est sur 2022, ils nous demandent d'accepter le contrat d'engagement républicain. Donc, malgré tout, on a eu une circularisation du ministère des Sports qui nous indiquait que les associations sportives avaient un délai pour remplir ces contrats d'engagement jusqu'en 2024. Mais bon, malgré tout, on nous le demande aujourd'hui et si on ne l'accepte pas, donc on est bloqué. Donc, ça n'engage pas… De toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Voilà, ça pose les principes de la République, ce qui est normal à partir du moment où en gros, on demande une subvention d'État. Il faut respecter ces principes. Et du coup, voilà, vous avez juste à cocher, signer, et puis le tour est joué. Voilà. Et du coup, place aux questions suite à cette présentation complète, rapide de Valérie. Il nous reste, je pense, 5 minutes. On va dire, il est 21h. On se donne 5 minutes peut-être pour les questions. Alors, les questions, discussion. On y va. Est-ce qu'il y en a eu Oui, la mairie l'a demandé. Ok, j'imagine que c'est le contrat républicain. Est-ce que vous avez des questions pour Valérie, du coup? Vous pouvez lever la main, la formuler si vous voulez en ouvrant votre micro. Il n'y a pas de souci. Écoute, visiblement, Valérie, tu as été précise, complète, extraordinaire. Ou alors, tout le monde a faim et veut aller manger, je ne sais pas. Alors, peut-on avoir la presse PowerPoint, s'il vous plaît? Oui, alors normalement, il y a un espace sur le site internet pour ces instants FSCF, ces webinaires, où vous allez pouvoir avoir à la fois
pouvoir revisionner tout le diaporama, le webinaire, et vous pouvez télécharger le diaporama, me semble-t-il. Donc, oui, sans souci, vous l'aurez. Le contrat républicain, pour répondre à Annie, en fait, ce sont les structures d'État qui nous les fournissent et on les signe après. C'est pas à nous de le formaliser, ce sont les structures avec qui on travaille. Donc, les mairies, notamment, là, j'ai eu quelques associations qui me sont revenues. C'est des documents qui sont fournis directement par les mairies ou par le conseil général, le conseil régional, etc., etc. Et une fois que vous les recevez, vous les lisez, vous les signez, quoi. Il faut avoir en tête que l'association s'engage quand même si c'est pas grand-chose, elle s'engage quand même à faire respecter les principes. Donc, l'association, mais aussi façon d'encadrement, ses salariés, etc., etc. Donc, voilà, quoi. C'est un engagement formel quand même. Peut-être que, je pense que sur Internet, on va le trouver et on pourra le mettre en pièce jointe, comme ça vous pourrez. Oui, j'en ai, moi par exemple, j'en ai signé un pour la fédération, là, dans le cadre des services civiques. Je peux le fournir s'il faut. Mais souvent, c'est la structure qui les fournit. Ça serait bien que tu le donnes à Victor pour qu'il le mette avec le webinaire. Comme ça, tout le monde pourra lire. Comme c'est une nouveauté, je pense que c'est intéressant. Voilà, écoutez, visiblement, vous êtes content des informations qu'on a pu vous fournir. Si toutefois vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera là pour vous répondre. Et puis, vous savez qu'en tant qu'association, vos interlocuteurs sont les comités départementaux et les comités régionaux. Donc, n'hésitez pas aussi, vous avez beaucoup de ressources auprès de ces structures. Voilà. Écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, dans 15 jours, il y a un autre webinaire. Je ne sais plus sur quelle thématique. Il me semble que c'est les AVA, peut-être, Gérard, si tu es encore avec nous. Le 10 mars. Le 10 mars, donc voilà. Donc du coup, on sera sur inclusion des personnes en situation de handicap et comment les accueillir, et puis le dispositif spécifique à la fédération, qui est le dispositif AVA, auxiliaire de vie associative. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, pour tout ce qui est subvention PSF, il y aura un webinaire spécial début avril. Je crois que on l'a programmé le 7 avril. Donc, vous pouvez d'ores et déjà mettre une petite option pour votre début de soirée du 7 avril 2022. Voilà, on vous souhaite une très bonne soirée. Bon appétit à tous et puis à très bientôt.